Bienvenue sur les épisodes du collectif SoWow. SoWow, pour Spreading an Optimistic World of Work, est un think tank sur le futur du travail. Nous explorons et accompagnons les problématiques humaines dans l'entreprise. Nous sommes Sophie, Delphine, Valentine et Léa, et notre mission est d'explorer les transformations du travail. Nous incarnons de nouvelles manières de collaborer. Nous diffusons ces nouvelles pratiques auprès des collaborateurs, des managers et des dirigeants. Nous fédérons toutes celles et ceux qui veulent réfléchir et agir pour le futur du travail. Notre signature ? Diffuser une vision optimiste du monde du travail. Faites avancer vos réflexions et vos actions avec nous. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode du collectif SoWow. Je suis Sophie Plumer et je suis accompagnée de Delphine Zanelli et de Béatrice Guéguigna, la responsable de l'organisation du travail à la Maïf. Ensemble, nous explorons la notion de temps de travail. Béatrice partage avec nous les réflexions, les expérimentations et les modalités d'organisation, comme la semaine de 4 jours ou le télétravail, que la Maïf a expérimenté et mis en place depuis 2015. Avant de démarrer notre échange, je tiens à remercier les 4 partenaires du collectif SoWow, Yemanja, Skill & New, Bigger et Urban Sports Club. Ces partenaires soutiennent le travail que nous menons cette année autour de la question clé « Comment créer un nouvel équilibre dans la relation entre talent et entreprise ?» Place à l'épisode. Bonjour Béatrice. Bonjour Sophie, bonjour Delphine. Bonjour Béatrice, bonjour Sophie. Bonjour à toutes les deux, bonjour Delphine. Nous sommes ensemble pour parler de la problématique du temps dans le cadre de la question qu'on se pose cette année avec le collectif SoWow, qui est comment créer un nouvel équilibre dans la relation entre talent et entreprise. Béatrice, vous êtes responsable de l'organisation du travail et des projets de stratégie RH à la Maïf. Vous avez mené beaucoup d'études d'expérimentation et des avancées en matière de temps de travail. Donc c'est vraiment le sujet qu'on a envie de creuser avec vous aujourd'hui. Mais pour démarrer, je vais vous laisser vous présenter, nous rappeler ce que fait la Maïf, ses engagements et puis en quelques mots les projets autour du temps de travail que vous avez pu mener. Entendu. Donc en fait, effectivement, je m'occupe de l'organisation du travail à la Maïf et de différents sujets de stratégie RH en matière de politique sociale. La Maïf, c'est une mutuelle d'assurance qui existe depuis 90 ans, qui a été donc créée en 1934 dans une logique de solidarité à l'origine entre les instituteurs pour assurer leurs véhicules. Et aujourd'hui, la Maïf est une entreprise de mutuelle d'assurance ouverte à tous. Nous avons 4 millions de sociétaires ou d'adhérents. Nous assurons 3,7 millions de véhicules et 3,5 millions d'habitations. Et la particularité de cette entreprise de l'économie sociale et solidaire, c'est que elle appartient à ses sociétaires. Nous n'avons pas d'actionnaires. Toutes nos actions, en fait, sont orientées autour de cet équilibre entre la performance de l'entreprise, la satisfaction de nos clients qui sont des sociétaires et l'épanouissement de nos collaborateurs et bien sûr le bien commun puisque la Maïf est une entreprise à mission. Elle faisait même partie des premières. Vous nous avez cité 4 millions de clients. En termes de collaborateurs, c'est quelle taille d'entreprise ? Alors, le groupe Maïf au total compte 10 000 personnes et la Maïf, qui est l'entreprise mutuelle qui est la plus connue, compte 8 000 collaborateurs. D'accord. Donc, on est ensemble pour parler du sujet du temps. Pourquoi vous vous êtes intéressé au sujet du temps de travail ? Alors, le sujet du temps de travail, c'est évidemment un sujet qui intéresse toutes les entreprises. Nous avions, mis en place un projet et un accord en 2017 qui s'appelle OSER, comme organisation souple, épanouissante et responsabilisante, tout un programme autour de l'organisation du travail et je vous en reparlerai parce que la manière aussi dont nous avons mis en place cette organisation est assez originale en co-construction avec les salariés. Et nous avons aussi mené une réflexion. On n'était pas encore sorti de la période Covid, c'était en 2021. Fin 2020, début 2021, nous nous sommes lancés sur une réflexion sur le futur du travail. Une réflexion sur le modèle d'entreprise de demain et le rapport au travail, la proposition de valeur d'une entreprise comme la Maïf qui place l'humain au cœur de son modèle, la proposition autour du modèle social et sociétal de l'entreprise Maïf. Donc voilà, ce sont différentes démarches que nous avons menées dans le cadre d'une culture d'entreprise qui est basée sur la confiance et la responsabilisation des collaborateurs, ce qui fait une entreprise assez originale dans son modèle. Et pourquoi le sujet du temps spécifiquement a fait l'objet de ces réflexions ?
Est-ce que c'était une envie collective, c'était une envie de la direction, c'était un enjeu RH particulier? Est-ce que vous avez la genèse un peu de ce sujet-là? Sur la négociation, sur nos accords de 2017, autour du temps de travail, puisque c'était bien le sujet de cette réflexion, nous avions un enjeu clairement autour de la réponse aux attentes de nos sociétaires, de pouvoir venir nous rencontrer dans nos agences, tout simplement de manière très pragmatique, le samedi. Et nos agences étaient fermées le samedi. Donc là, on a un enjeu autour de la disponibilité vis-à-vis de nos clients, autour d'un temps particulier pour nos salariés. D'où une réflexion en 2016 sur la reconfiguration du temps de travail pour pouvoir mieux répondre aux attentes de nos sociétaires. Okay. À l'origine, effectivement, c'était la genèse. Et puis nous avons prolongé aussi cette réflexion autour du temps, plutôt du rapport au travail aussi, puisque c'est souvent une question d'équilibre entre le temps de vie professionnel, le temps de vie personnel, et avec ces évolutions qui étaient à l'œuvre depuis plusieurs années autour du rapport au travail, et donc qui se sont accentuées avec la période de 2020-2021. Vous avez aussi, je crois, réalisé une étude sur le futur du travail qui est venue nourrir vos réflexions. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors effectivement, donc en 2021, la question que nous sommes posées, c'est comment répondre aux aspirations des salariés, comment concilier aspirations individuelles et collectives de travail, comment aussi accompagner la quête de sens des salariés au travail. Clairement, une question sur les impacts de l'hybridation du travail sur les collectifs, puisque toutes ces questions à ce moment-là étaient et restent modélisantes et méritaient que nous prenions position pour pouvoir préparer l'avenir et préparer en fait le retour dans des modalités dites de normalité, mais qui étaient complètement différentes en 2021 de ce qu'elles pouvaient être en 2019. Donc en fait, c'était aussi la démarche que nous avons eue, avec une démarche qui souhaitait aussi prendre de la hauteur pour sortir de réflexion ou d'une dimension très axée autour du télétravail, puisque à l'époque, vous vous souvenez, la question c'était quid du retour au bureau, est-ce que les entreprises continueraient à avoir des bureaux, est-ce que tout le monde allait travailler depuis le domicile et on se verrait plus qu'une fois par mois, et donc du coup toutes ces questions-là, et c'était des questions très d'actualité en 2021. Nous avons voulu prendre de la hauteur en se posant la question vraiment du rapport au travail, du rapport à l'entreprise, du rapport entre les aspirations individuelles des collaborateurs et ce qu'allaient devenir les collectifs de travail. Est-ce que finalement allait devenir le modèle des entreprises? Est-ce que l'entreprise existerait encore après ce tsunami que nous avons vécu en 2020? Alors, quelles ont été vos conclusions? Nos conclusions, c'est que on a des partis pris dans une entreprise comme la Maïf qui positionne l'humain, qui positionne la solidarité. Je vous expliquais que le modèle de 1934 est basé dans sa genèse sur la solidarité entre les sociétaires, mais aussi en effet miroir au sein de l'entreprise. Et en fait, nous sommes positionnés sur un parti pris d'un rôle social et sociétal volontariste qui positionne la Maïf comme un projet collectif qui est porteur de sens pour ses salariés, porteur de sens, source d'épanouissement et d'engagement individuel. Et en fait, la Maïf prend la responsabilité de ne pas accompagner, voire de résister aux tendances d'individualisation et de fragmentation de la société et du monde du travail qui étaient potentiellement à l'œuvre et qui restent potentiellement à l'œuvre avec une vision parfois plus individualiste que collective de la société. Et au contraire, nous avons fait le choix de la coopération, de l'attention sincère et de la confiance qui est un marqueur fort de notre culture managériale. Comment ça se traduit concrètement dans le quotidien entre un manager et son équipe, par exemple? Alors, au quotidien, je vais prendre un point très concret, c'est les modalités notamment de télétravail. Aujourd'hui, nous avons fait le choix, et notamment dans un contexte où certaines entreprises font des retours arrière sur le télétravail, nous avons fait le choix de maintenir un niveau de télétravail élevé puisque 75% de nos effectifs ont un avenant de télétravail, une convention individuelle de télétravail qui permet de télétravailler potentiellement jusqu'à 12 jours par mois, ce qui revient à peu près à 3 jours par semaine. Et en fait, nous avons ancré un point pivot sur l'organisation de cette modalité de travail qui est qu'il est obligatoire
d'être présent dans son collectif de travail 2 à 3 jours par semaine. En fait, pourquoi je dis que c'est un point pivot, c'est que ça nous semble important de pouvoir maintenir des relations fréquentes dans les collectifs de travail pour pouvoir garder ce qui fait aussi la force de la culture d'entreprise, c'est le partage sur des temps informels, sur des temps de qualité en présentiel, pour éviter les effets tunnels du Teams et du côté uniquement à 2 dimensions que peut être un écran et un casque sur les oreilles toute la journée à la maison. Donc ça, c'est un exemple de manière très pragmatique parce que c'est des questions que nous sommes posées clairement dans la réflexion sur le futur du travail. C'est est-ce que le modèle, c'est de pouvoir permettre à des collaborateurs qui le souhaitent de passer 100% de leur temps à la maison en fait, tout en travaillant dans l'entreprise. C'est un parti pris fort qui a été positionné en 2021 à l'époque où il y avait beaucoup de pression sur la réponse qu'il fallait absolument faire de manière positive à ceux qui nous demandaient de vouloir continuer à télétravailler 100% du temps au domicile comme on l'avait fait en 2020. Donc là, clairement, à la Maïf, ça n'est pas possible de télétravailler par semaine entière et c'est assumé par l'entreprise, c'est-à-dire que quelqu'un pour qui ce serait un modèle de vie ne pourrait pas venir travailler chez nous. Comment c'est vécu au sein de l'entreprise, au sein des équipes ? Je note votre terme de collectif de travail que j'aime beaucoup. Est-ce que ça veut aussi dire que dans le collectif de travail, on a des collectifs étendus, on peut appartenir à plusieurs collectifs de travail ou... Alors, on a développé à la Maïf un modèle autour de l'agilité qui fait qu'on a classiquement effectivement son manager dit hiérarchique qui pilote les évolutions, la carrière, qui fait grandir le collaborateur dans son développement dans l'entreprise. Et puis on a aussi des collectifs transversaux qu'on appelle des tribus et des squads dans nos modalités agiles qui se construisent autour d'un sujet, d'un projet pour un temps déterminé ou pas, et qui sont des modalités transverses, mais comme ce qui a pu exister aussi, qui continue à exister d'ailleurs sur des modalités de type projet, avec des gens qui sont management transversal et des gens qui sont en management hiérarchique. Okay. Donc on peut appartenir à plusieurs collectifs, mais c'est important d'appartenir à un collectif et à ce grand collectif qui est Maïf et de partager des valeurs communes et d'avoir aussi une vision de sa contribution à la raison d'être de l'entreprise, puisque le sens au travail est un élément déterminant dans ce qu'est une entreprise. Donc je reprends par rapport à ce que vous disiez sur le télétravail, les modalités aujourd'hui avec le recul 2021, 2024, bientôt 2025, ça laisse quelques mois quand même de recul. Est-ce que les modalités notamment de télétravail vous confortent dans le fait que ce sont les bonnes pour appartenir au collectif de travail, avoir le sens et l'engagement dans le projet de la Maïf? Alors c'est même un recul que nous avons depuis 2015, puisque nous avons la chance d'avoir commencé bien avant la crise sanitaire, et je peux vous dire qu'en 2020, on était content d'avoir commencé avant. Ok, donc c'est intéressant. 10 ans de recul sur le télétravail. 10 ans de recul sur le télétravail avec des managers qui avaient déjà au moins une personne en télétravail dans leur équipe, voire plus, puisque avant la crise sanitaire, nous avions déjà 20% de l'effectif en télétravail. Et ce qui est intéressant aussi dans les modalités, dans les pratiques Maïf sur ce genre de sujet, c'est que nous avons pratiqué la co-construction. Je vous parlais de 2015. Nous avons souhaité expérimenter dès 2015 le télétravail, non seulement sur des collectifs sièges. Souvent, les fonctions support, c'est facile. On se dit qu'un chef de projet, il est très autonome, il a les outils informatiques et que c'est assez simple de télétravailler. Mais on a voulu l'expérimenter sur des collectifs sièges, fonctions support et aussi sur des collectifs réseau qui sont nos conseillers en contact avec les sociétaires, en centre d'appel ou aussi dans des agences parfois, quand c'est possible. Donc avec le recul, donc dans les modalités de co-construction, dès le départ, télétravailleurs et managers nous ont dit c'est important qu'on garde le lien. Et donc d'où cette règle que nous avons posée depuis 2015 de 2 à 3 jours de présence sur site par semaine dans le collectif de travail, qui était ce point pivot, ce point central, et on organise le télétravail autour. Ça donne déjà une certaine philosophie de la modalité. Oui, c'est pas le télétravail s'organise pas par rapport à l'individu, mais par rapport au collectif. Exactement. C'est important. Et en laissant la marge de manœuvre au collectif, au manager et au collectif, déjà c'est le manager qui détermine si c'est 2 ou 3 jours de présence sur site par semaine. Et il peut déterminer les jours. Il peut, s'il y a besoin, déterminer qu'il y a 1 jour ou 2 jours de présence commun à toute l'équipe. Et à chaque fois,
le leitmotiv, c'est de dire il faut donner du sens. C'est pas juste pour dire je veux personne qui télétravaille le vendredi. Si jamais je détermine que le jour donné de présence commune c'est le vendredi, c'est pourquoi le vendredi. C'est important. Faut pas que ce soit une espèce une espèce de croyance qui arrive, qui tombe sur le collectif. Donc ça, c'est le premier point, c'est le manager qui détermine la présence sur site, évidemment en discutant avec le collectif. Et on peut avoir besoin de déterminer une journée de présence commune ou pas. On peut dire, c'est tel type de réunion qui forcément se fait en présentiel. Et nous avons, dès le début, identifié qu'il y avait des questions à se poser autour du télétravail, sur les temps et sur les tâches. Il y a peut-être des tâches qui sont téléfragiles, qu'ils ne peuvent pas se réaliser en télétravail, qui nécessitent du présentiel, et des tâches que nous avons appelées télérobustes, qui là sont faciles à faire en télétravail. Ça ne veut pas forcément dire que tout sera en télétravail, mais en tout cas le fait de se poser ces questions-là, c'est là où on va se dire certaines réunions ne peuvent pas se faire en distanciel, ou bien ne peuvent pas se faire en mode hybride, qui est encore plus compliqué que le full distanciel. Donc ça, c'est vrai que c'est un point qui est important avec le recul. Et cette règle pivot du collectif d'abord, et j'organise mon télétravail de manière individuelle autour de cette règle de la présence sur site, c'est quelque chose que nous avons régulièrement réinterrogé et sur lequel nous avons confirmé l'importance, en fait, dont nous avons confirmé l'importance, en 2024, puisque notre accord OSE 2024 a été signé cet été, au mois de juillet. Et nous nous sommes reposés ces questions-là autour du télétravail, notamment en juillet, au-delà de toutes les questions autour du temps de travail. Deux choses, je voulais revenir sur un point par rapport au télétravail. Le cœur de notre réflexion du collectif, c'est sur la relation. La relation, il y a des choses qui se construisent en présentiel. C'est vrai qu'on discutait la semaine dernière avec Jérôme Frito, et vous évoquiez ces tunnels de réunion, donc dans lesquels on ne développe plus aucune relation. Et l'autre chose que j'entends beaucoup aussi chez les dirigeants, c'est l'apprentissage, en fait. Et l'apprentissage mutuel. Combien on est à avoir appris aux côtés de personnes en entreprise parce qu'on les voit faire quelque chose, parce que voilà. Et donc, quand on est en distanciel, et c'est quelque chose chez les nouvelles générations qu'il est important de cultiver, notamment par rapport à l'intelligence artificielle. Parce que si on ne développe pas sa capacité d'apprentissage, c'est là qu'on est menacé par l'intelligence artificielle. Parce que si on prend l'intelligence artificielle comme telle, et qu'on la prend pour argent comptant, ça dégrade notre intelligence, en fait. Donc pour moi, il y a cet enjeu aussi, et le collectif, il y a l'enjeu de sens, mais il y a aussi cet enjeu de comment est-ce qu'on approfondit la relation et comment est-ce qu'on continue à apprendre ensemble. Je pense que ça me paraît effectivement important. Et pour revenir au temps, donc vous disiez, où est-ce que vous en êtes dans les réflexions sur le temps de travail, et puis comment vous projetez les choses, quel est votre horizon ? Alors, l'horizon, c'est maintenant pour nous, puisque effectivement, j'évoquais la renégociation de nos accords autour du temps de travail, qui s'est tenu en 2024, donc c'est tout frais, avec un atterrissage là, avec un accord qui a été signé au mois de juillet. Donc, j'évoquais la confirmation du maintien du télétravail, mais avec aussi la réaffirmation des règles d'entreprise. C'est important de bien positionner cette modalité de travail comme une modalité, pas comme un droit individuelle, mais bien une modalité qui s'inscrit dans une organisation collective, comme je l'évoquais juste avant. Donc ça, c'est le premier point. L'autre point autour du temps, c'est que nous avons beaucoup assoupli l'organisation du temps de travail déjà depuis 2017, notamment avec une logique de confiance autour de la relation de travail, de confiance et de responsabilisation et d'autonomie. À titre d'exemple, ça fait depuis 2017 que nous avons supprimé les plages fixes de travail dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fonction de votre planification ou des moments où vous n'êtes pas planifié, un collaborateur peut s'absenter au cours de la journée pour aller à un rendez-vous médical, par exemple. Donc ça, c'est un point important en termes de souplesse et en termes de sécurité psychologique. C'est-à-dire qu'on a une logique à la fois de confiance. Évidemment, on a un suivi du temps de travail comme toutes les entreprises et c'est évident qu'il faut réaliser son temps de travail. Mais si l'organisation de service le permet, on peut d'une part s'absenter au cours de la journée pour aller à un rendez-vous. On peut compresser son temps de travail, mais ça fait depuis 2017 chez nous qu'on peut réaliser son temps de travail en 4 jours ou 4 jours et demi. Donc on a un rapport au temps qui s'articule beaucoup autour de la souplesse
de l'épanouissement, de la responsabilisation, d'où le nom de notre accord que j'évoquais tout à l'heure. Il n'y a pas de... Par rapport au fait qu'on puisse faire en 4 jours ou 4 jours et demi, comme c'est très tentant, ça peut être très tentant, il n'y a pas de surpression, il n'y a pas de mauvaise gestion qui peuvent conduire à un burn-out, parce qu'il peut y avoir cette tentation de se dire non mais il faut que je fasse 4 jours parce que ça sera bien pour que je puisse gérer la maison, par exemple. Ce qui est un travers féminin de la réduction du temps de travail. Et du coup, je me mets une pression au travail. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez ou pas ? Non, parce que j'évoquais depuis 2017 cette possibilité à la main du collaborateur et évidemment en fonction des modalités de planification. Parce que c'est nos sociétaires qui sont aussi notre driver, je l'évoquais tout à l'heure. C'est un équilibre entre performance, satisfaction des sociétaires, épanouissement des collaborateurs et bien commun. Donc tout ça, c'est une question d'équilibre. Et cette modalité était à la main du collaborateur depuis 2017. Et tous les ans, le constat, c'est qu'on a à peu près entre 25 à 30% des collaborateurs qui utilisent la modalité. Donc cette modalité, elle est déjà non obligatoire, elle est individuelle, elle n'est pas permanente, c'est-à-dire qu'il y a une semaine où c'est possible pour moi, une autre semaine où je le ferai pas parce que soit c'est pas possible, soit ça ne m'arrange pas. C'est aussi une question de moment de vie. Je vous prends un exemple tout simple, est-ce que me disent parfois des collaborateurs, c'est que de toute façon, moi, tous les matins, je monte dans ma voiture pour amener mon enfant à l'école. Donc de toute façon, venir au bureau tous les matins, c'est quelque chose qui me va bien et j'organise ma semaine comme ça. Ou quelqu'un d'autre qui dira, moi j'équilibre avec le télétravail qui me permet d'économiser du temps de trajet. Donc je m'y retrouve en termes d'organisation sans avoir besoin de faire mon temps de travail sur 4 jours ou 4 jours et demi. Donc ce qui est intéressant dans nos accords d'entreprise, c'est cette souplesse et l'adaptation aussi aux besoins de chacun. Donc c'est une sorte d'équilibre entre les aspirations individuelles qui peuvent être en plus complètement différentes en fonction du moment de vie. Quand on a des enfants en primaire, on n'a pas du tout les mêmes contraintes que quand les enfants sont étudiants ou quand on n'a pas d'enfants. Ou voilà. Donc c'est une adaptation qui est permanente et d'où cette logique de souplesse et de bienveillance aussi des managers dans la relation avec les collaborateurs. Ouais, ça c'est un point qui est essentiel et j'aimerais bien vous entendre là-dessus sur les relations individuelles entre manager et managé sur ce sujet-là. Parce que le sujet du temps, c'est quelque chose qui est très intime et notre organisation par ailleurs globale avec notre vie de famille, etc. est aussi quelque chose de personnel. Donc comment est-ce que les managers arrivent à avoir des bonnes discussions sur des sujets intimes et personnels pour organiser au mieux le temps de travail de leurs équipes ? Les discussions sont basées en fait à la base sur la confiance. Donc un collaborateur n'éprouve pas forcément besoin de se justifier auprès du manager sur l'organisation. Quand, par exemple, sur les jours de télétravail, c'est relativement en autonomie, sauf, je l'évoquais tout à l'heure, si il y a besoin de la présence sur site à tel ou tel moment. On parlait d'apprentissage, on parlait de temps fort d'équipe. Donc à la base, en fait, les discussions sont assez fluides. Et le salarié n'a pas besoin de rentrer dans son intimité auprès du manager ou peut faire le choix en toute confiance d'évoquer une problématique qu'il a traitée. Je pense aux aidants par exemple, pour lequel nous avons intégré un assouplissement un peu plus fort du télétravail dans nos accords diversité, inclusion, équité, qualité de vie, conditions de travail que nous avons négociés en fin d'année 2023. J'évoquais la présence sur site hebdomadaire obligatoire. Un salarié aidant peut télétravailler par semaine entière dans la limite de son forfait mensuel, par dérogation. Ça fait partie des choses possibles. À titre d'illustration aussi, nous avons des autorisations d'absence exceptionnelles rémunérées, sans justificatif en cas de fausse couche. Ça n'oblige pas la salariée qui a subi une fausse couche de dire à son manager le détail ou quoi que ce soit, mais elle peut bénéficier de cette modalité dans le cadre de nos accords. Ok. Oui, là, donc la confiance, elle est vraiment nécessaire. Enfin, c'est le pivot aussi. C'est le pivot, clairement, pour que ça fonctionne dans les deux sens, et une logique aussi de responsabilisation des collaborateurs. Et justement, cette confiance et cette responsabilisation, est-ce que vous avez mené des actions pour les consolider, les faire durer, les accompagner ? Oui. C'est indispensable. En fait, cette culture managériale basée sur la confiance, elle émane de notre plan stratégique de 2014. Donc en fait, ça fait 10 ans que nous travaillons
en permanence sur le sujet de la culture par la confiance. Donc oui, c'est de l'accompagnement managérial autour du lâcher-prise, c'est l'accompagnement des collaborateurs autour de la responsabilisation qui va de pair avec l'autonomie. L'un ne va pas sans l'autre. Donc ce sont des modalités d'accompagnement permanentes auprès de nos managers, des nouveaux managers, des managers qui sont avec nous. Je vous parlais de l'hybridation du travail. Ça, le télétravail, c'est une modalité très emblématique de la confiance, parce que il faut pour les managers se dire que même si on ne voit pas physiquement le collaborateur, il travaille quand même. À la base, c'est quand même ça la particularité du télétravail. Donc 2020, on était contraint forcé, mais quand on a commencé en 2015, il a fallu aussi dépasser potentiellement certains freins autour de cette modalité de travail en disant c'est pas parce que je ne vois pas la personne qu'elle n'est pas en train de travailler. Ça, c'est quand même un point clé sur le télétravail. Et quand on est revenu en 2022 sur des modalités de travail de normalité, sortie de Covid, puisque on était sorti de Covid vraiment à ce moment-là, en 2022, nous avons continué à travailler sur l'hybridation du travail, puisque c'était aussi un changement pour les managers, de se dire, avant, j'avais quasi tout le monde en présentiel, j'avais 20% de télétravailleurs, Covid, 100% en distanciel. Là, l'hybridation, la particularité, c'est qu'au niveau de mon collectif de travail, potentiellement, je peux, sauf si j'ai déterminé des jours de présence communs, ne jamais avoir toute mon équipe ensemble. Donc comment est-ce que je fais pour gérer tout ça, pour que ce soit fluide? Comment est-ce que moi, manager, je m'autorise peut-être à avoir certaines exigences autour de temps de présence qui pourraient ne pas convenir par rapport à l'organisation personnelle de certains collaborateurs et comment je donne du sens à tout ça? Voilà, donc c'est aussi un accompagnement permanent pour que les managers puissent aussi s'approprier cette culture de la confiance et la cultiver dans le temps. Depuis 2014, le rapport au travail a changé. Enfin, le Covid a joué là-dessus, mais plein d'autres phénomènes aussi. Donc c'est vrai que certains dirigeants, certains managers sont parfois démunis par le comportement qu'ils appellent des jeunes générations, mais peut-être qu'il y a une relation plutôt différente, unigénérationnelle au travail. Comment vous, dans tout ce que vous avez mis en place autour de la confiance, vous avez vu évoluer ça? C'est-à-dire que vous travaillez sur le management de par la confiance depuis 2014. Est-ce que vous avez vu, sur cette question d'autonomie, de responsabilisation, de confiance, est-ce que vous avez vu les choses se durcir, évoluer? Parce que c'est vrai que parfois on nous dit, voilà, les collaborateurs veulent plus être responsables. Qu'est-ce que vous avez observé chez vous? Parce que c'est une démarche quand même qui a, comme elle a 10 ans. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez observées? En fait, sur la confiance, à la base, nous sommes partis du principe à la Maïf que les salariés étaient des gens adultes et que dans leur vie personnelle, ils sont capables de prendre des décisions majeures comme avoir des enfants, acheter une maison. Donc, quand ils franchissent la porte de l'entreprise, ils restent des gens adultes et responsables, tout comme ils le sont dans leur vie personnelle. Donc je dirais que c'est un postulat de départ qui est majeur. La responsabilisation, c'est un point d'entrée de se dire qu'un salarié, quand il rentre dans l'entreprise, il est aussi responsable qu'il l'est dans sa vie privée, dans les décisions qu'il prend. Et donc on peut aussi avoir l'exigence par rapport à ça. On peut avoir de l'exigence dans un cadre de bienveillance, parce qu'on peut se tromper. Voilà. On peut se tromper, tout comme on fait des erreurs dans sa vie personnelle, mais parfois on peut faire des erreurs dans sa vie professionnelle. Ça s'accompagne. On vous parlait d'apprentissage tout à l'heure. Le manager, il est là pour faire grandir les collaborateurs. Et surtout, le manager, il est là pour poser le cadre de ce que l'on appelle le travail bien fait. Pour permettre aux collaborateurs de faire bien son travail. En fait, le bonheur au travail, c'est quoi? À la fin de la journée, on est content si on se dit « j'ai passé une bonne journée parce que j'ai fait du bon travail aujourd'hui ». Et le manager, il est là pour poser les conditions, pour permettre aux collaborateurs de faire un bon travail, de ne pas être empêché de faire un bon travail. Et en fait, c'est ça qui fait qu'on est bien dans son travail, c'est en se disant, à la fin de la journée, j'ai réussi à faire du bon travail. Et c'est ça, finalement, le bonheur au travail. Et le manager, il est là pour accompagner le collaborateur, pour lui permettre de faire un travail bien fait. Donc, en fait, c'est le postulat de base, c'est cette responsabilisation. Et à partir du moment où le manager pose le cadre qui permet aux collaborateurs d'avoir les moyens de faire du bon travail, en fait, l'autonomie, elle est là, en fait. C'est de pouvoir réaliser son travail à l'intérieur de ce cadre. Bon, je dirais c'est un point de départ. Et puis, de pouvoir avoir du sens dans son travail, c'est pouvoir avoir la possibilité de faire un travail bien fait, de pouvoir aussi travailler dans un contexte
on développe des relations individuelles dans un cadre de bienveillance. Ça apporte aussi une certaine sécurité psychologique de se retrouver dans un cadre bienveillant. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, les collaborateurs se sentent bien dans l'entreprise, ont envie de rester aussi à la Maïf. Vous nous dépeignez une image un peu d'Épinal. Est-ce qu'il y a des difficultés, des enjeux, des sujets là, sur lesquels vous travaillez? Vous devez peut-être vous améliorer ou améliorer des accompagnements, apporter des ajustements Alors, c'est une amélioration ou une vigilance, une assiduité, je dirais. Une assiduité sur la culture par la confiance. Ça se travaille sur la durée, c'est pas quelque chose qui se décrète et une bonne fois pour toutes. Donc ça, c'est en permanence. Là-dessus, par rapport à la confiance, ça prend quelle forme? Il y a des formations, vous avez mis en place des formations ou formations managériales. En fait, ça irrigue tous nos process. On a une boussole aussi de pilotage de l'entreprise, clairement, qui est autour de nous, ce que nous appelons le quadriptyque, épanouissement des collaborateurs, satisfaction des sociétaires, performance de l'entreprise, bien commun. C'est en fait notre boussole de fonctionnement de toutes nos actions. Oui. Donc ça, c'est un point culturellement qui est très important d'avoir cela en tête. Et en fait, nous sommes une entreprise atypique, avec une raison d'être singulière, et nos collaborateurs sont fiers de travailler à la Maïf. Et en fait, on se rend compte que pour que le travail ait du sens, en fait, il faut que chacun ait conscience aussi de sa contribution à la raison d'être de l'entreprise. C'est aussi ça qui fait que on a un équilibre entre les dynamiques collectives et les recherches de flexibilité individuelle, parce que on est ici dans un contexte sociétal où on a une recherche de flexibilité autour du travail et du temps de travail. Et en fait, à la Maïf, nous sommes vraiment convaincus qu'un collectif engagé, c'est une ressource stratégique pour l'entreprise et qu'il ne peut pas y avoir d'entreprise engagée sans salariés engagés. Et en fait, tout l'enjeu, c'est d'avoir un modèle social du travailler ensemble et pas de la juxtaposition d'individus. Et c'est ça qui se travaille au quotidien. Oui, vous disiez tout à l'heure, on fait attention à ce que l'individuel ne prenne pas le pas sur le collectif, tout en on voit une forte personnalisation possible. Oui. Donc il y a une forte prise en compte de l'individuel, mais le pivot, c'est le collectif. Et puis le pivot, comme vous dites, c'est l'équilibre. Le quadriptyque. Le quadriptyque, voilà. Je cherchais, j'allais dire triptyque, non, c'est quadriptyque. Il y a une autre notion autour du temps, parce que, voilà, je pense que à travers ce que vous dites, il y a beaucoup de choses qui sont assez claires, mais c'est vrai que je pense que vous êtes assez évidemment sur une stratégie de long terme, de construction de relations à long terme avec vos collaborateurs. Or, aujourd'hui, on a une notion d'immédiateté, de court terme, d'abord parce que les entreprises restent souvent quand même pilotées en termes de performance à court terme, mais aussi parce qu'il y a une forme d'impatience et d'envie que les choses puissent se faire tout de suite. Comment vous gérez cet équilibre ? C'est effectivement un enjeu. Alors, on se l'est dit tout à l'heure, tout le monde n'a pas les mêmes aspirations. Ça dépend aussi des moments de vie, de la manière dont on se projette dans l'entreprise. En fait, ce désir d'immédiateté, c'est effectivement, c'est une tendance sociétale, très clairement. On est beaucoup plus dans effectivement, vous utilisez le terme d'immédiateté. C'est un risque que nous avions identifié en 2021 dans nos réflexions autour du futur du travail. Le risque, c'était quoi ? C'était la plateformisation du travail et de rentrer dans des relations purement transactionnelles entre entreprises et salariés. Et ça, en fait, c'est un point de vigilance pour nous parce que nous considérons que c'est la qualité des liens sociaux, mais aussi la reconnaissance qui est reçue de la part du collectif du travail, qui va jouer un rôle clé dans l'engagement du salarié. Et nous considérons que participer à un collectif fort, c'est une source de développement, de créativité, de pouvoir s'inscrire dans cette intelligence collective qui est à la fois porteur de valeur ajoutée, porteur d'un modèle social et porteur d'épanouissement individuel pour le collaborateur. Donc effectivement, il faut avoir envie de se projeter dans ce modèle social quand vient la Maïf. Ça convient peut-être pas à tout le monde. Donc l'image d'Épinal, qui est pas toujours d'Épinal, parce que y a des gens à qui ça ne convient pas, et puis il y a des gens aussi. Et de Niort aussi. Effectivement, c'est un modèle qui peut ne pas convenir à quelqu'un qui ne restera pas dans l'entreprise. Mais je pense que c'est important et courageux. Alors, sur un autre registre, moi, je travaille sur le leadership et ce que je dis aux managers, c'est n'essayez pas d'être le manager dont vos équipes ont besoin, mais le meilleur leader que vous puissiez être. Et je pense qu'on a tendance en entreprise à se conformer parfois à vouloir être l'entreprise dont les collaborateurs ont besoin.
Ont envie. On pense d'ailleurs qu'ils ont envie parce que comme on a dit, une envie même pour une personne n'est pas linéaire, elle évolue, et donc d'être plutôt sur des convictions et des cultures fortes. Alors il y a certaines cultures fortes qu'on pourrait désapprouver, je parle pas de votre cas, il y en a qui sont parfois qu'on peut estimer border, mais elles ont le mérite d'être claires. Et je pense que pour un collaborateur, le plus important et le plus honnête dans toute relation, c'est que ça soit clair. C'est une question de sincérité. Oui. Ça fait partie effectivement dans la culture Maïf, la culture basée sur la confiance. On parle d'attention sincère portée à l'autre, portée à nos sociétaires, et en symétrie des attentions portées à nos collaborateurs. Mais je crois que c'est un point fort que je retiens de notre échange, c'est parler de cette attention sincère, c'est voilà, vous êtes une entreprise qui a une vocation humaniste forte, mais qui n'oublie absolument pas ni sociétaire ni la notion de performance, et qui est qui met le collectif d'abord, donc qui reste assez droite dans ses bottes, hein, qui va pas courber les chines, voilà, parce que voilà, avec un vrai projet qu'elle va tenir sur la durée. Et vous avez dit que vous êtes questionné en 2024, mais voilà, vous reposez sainement les questions sans changer, sans arrêt. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile pour les entreprises, parce que on parlait tout à l'heure, juste avant en préparant, de garder talent, et en fait il y a parfois cette volonté de tout faire pour attirer les personnes. En fait, l'important, c'est d'attirer les bonnes personnes, et les personnes qui seront en ligne avec cette forme de contrat social que j'évoquais, basé sur la confiance, basé sur la bienveillance, basé sur le projet collectif Maïf, avec lequel il faut qu'elles se sentent à l'aise, à nous aussi de continuer à cultiver les conditions, de permettre un travail bien fait que j'évoquais tout à l'heure, hein, qui sont une source d'épanouissement pour les collaborateurs. Il n'y a rien de pire que de se trouver empêché à la fin de journée, se dire j'ai pas pu faire bien mon travail. Ça, c'est le pire. Et donc c'est leur donner les moyens aussi. C'est donner les moyens, c'est poser un cadre qui permette de faire un travail bien fait, tout en ayant le courage de porter le sens des décisions prises. Là, j'évoquais les négociations autour du télétravail dans le cadre de notre accord OSER 2024. Nous avons réaffirmé le télétravail comme une modalité de travail. Nous avons réaffirmé l'obligation de la présence hebdomadaire obligatoire. Et nous avons éprouvé la nécessité, par exemple, de manière très pragmatique, que les collaborateurs aient une convention individuelle de télétravail annuelle et plus pluriannuelle, pour éviter d'ancrer le télétravail comme un droit acquis sur la durée. Hein, tout simplement, quand je fais une mobilité d'une équipe à une autre équipe, ça met fin au télétravail et j'en rediscute avec mon nouveau manager. Donc ça, on donne du sens. C'est parce qu'on arrive dans un nouveau collectif, peut-être avec des nouvelles règles, peut-être avec des niveaux de forfait de télétravail qui ne seront pas compatibles avec ce qui se pratiquait avant. Donc en fait, à partir du moment où on donne du sens, il faut avoir le courage aussi, le courage managérial, de pouvoir réaffirmer certains principes qui font que tout ça fonctionne bien pour un collectif, dans un contexte aussi de distanciation au travail et de déspatialisation du travail lié aux nouvelles modalités, à l'hybridation du travail, qui est quand même un point d'entrée qui est important pour les managers. Peut-être dans les dernières questions, vous avez beaucoup parlé d'hybridation justement. Est-ce que vous avez des clés à nous donner ou à nous livrer pour des personnes qui nous écoutent et qui se posent la question de bien accompagner cette hybridation, bien la vivre? Est-ce que vous avez observé des choses qui fonctionnent bien chez vous? Ce qui fonctionne bien chez nous, c'est ce point pivot que j'évoquais, c'est cette présence hebdomadaire. Parce qu'on se rend compte que la fréquence des contacts, elle est importante on parlait de partage d'informations, on parlait d'apprentissage. C'est pas seulement le volume des contacts, mais c'est aussi la fréquence. Se voir toutes les semaines, c'est important. Ça, c'est le premier point. Avec le recul, donc j'évoquais le fait de passer d'avenants télétravail pluriannuels à des avenants annuels pour pouvoir avoir un échange régulier avec les managers et que les managers aussi s'autorisent à avoir cet échange et à revenir sur cette modalité de travail qu'est le télétravail à titre individuel. Donc ça, c'est la dimension individuelle du sujet. En termes de dimension collective, nous avions évidemment demandé au collectif de poser des règles de vie d'équipe au sortir de la crise sanitaire. Quand on avait abouti, on était passé de 20% de télétravailleurs à 75% aujourd'hui. En sortie de crise sanitaire, on était à peu près à 65%. On se rend compte qu'il y a une nécessité de se reposer la question de ces règles de vie d'équipe régulièrement. Parce que les choses peuvent bouger dans le temps et que ce n'est pas tabou, en fait.
même si forcément quand on parle hybridation du travail, télétravail, on arrive très très vite à l'organisation et les impacts autour de la vie personnelle. Puisque dès qu'on touche temps de travail, c'est un sujet extrêmement sensible qui a un impact très rapidement sur l'articulation vie pro, vie perso. Donc il ne faut pas que ce soit tabou et on a le droit de remettre en question des règles de vie d'équipe qui fonctionnaient il y a 1 an, qui ne fonctionnent peut-être plus bien aujourd'hui parce que le collectif a changé, parce que le manager vient d'arriver, parce que les missions ont évolué, pour tout un tas de bonnes raisons. L'important dans tout ça, c'est donner du sens aux décisions qui sont prises. Ok. Peut-être on a une dernière question pour vous, Béatrice. Quand vous avez du temps devant vous, qu'est-ce que vous faites ? Alors j'essaye de m'inspirer, que ce soit en passant du temps auprès de mes amis, de ma famille, ou bien de m'inspirer auprès de différentes sources ou dans le cadre d'échanges dans lequel, comme nous venons d'avoir ensemble, qui était fort agréable. Je vous remercie beaucoup. Merci de nous avoir consacré du temps. Merci à vous. Un grand merci pour votre écoute. Nous espérons que cet épisode avec Béatrice Guéguigna vous aura apporté des clés de lecture intéressantes sur les transformations du monde du travail et ce qui se joue aujourd'hui dans l'équilibre de la relation entre talent et entreprise. Pour continuer à suivre nos travaux, nous vous invitons à écouter nos 4 podcasts que nous rappelons en commentaire de l'épisode: Chef, l'entreprise de demain, Work Narratives et Le Tilt, ainsi que notre page LinkedIn sur laquelle nous publions régulièrement les nouvelles de nos projets et de nos travaux. À très bientôt pour un nouvel épisode du collectif So Wow.